Hey, bonjour, on en est rendu à faire le petit retour sur les cas de finalement qu'on vient de commencer. Donc, on avait trois cas, on disait Youssef, et je me souviens pas les autres, Françoise et Malika. Donc, je t'invite toujours à suivre avec moi là, dans les cas. Donc, je vous donne les réponses, mais en même temps, je vous donne des explications de qu'est-ce qu'il y en a. Donc, vous l'avez envoyé à votre enseignant, mais prenez quand même votre fichier à côté de moi. Donc, moi, je descends une après l'autre là, les pages de façon brève à qu'est-ce qu'il y en a. Donc, si on s'en va à la page, je ne sais pas exactement la page, mais c'était la question 1 du cas de Youssef. On demandait si le patron de Youssef était-il en droit de demander de travailler le 1er juillet. Le 1er juillet étant un férié, donc il y en a plusieurs fériés qu'on peut valider. Là. Il y en a des nouveaux qui a été mis en place en 2023. Mais oui, il a tout à fait le droit d'y demander de travailler. Par contre, c'était la réponse étant le C, c'était oui, mais il doit verser une indemnité ou lui offrir un congé compensatoire équivalent. Donc, comment ça marche, c'est qu'il faut toujours regarder, je n'ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, on en regarde toujours dans le mois avant, donc les 20 jours ouvrables précédant le congé. On en regarde combien d'heures que vous avez travaillé au total et on vous donne un 20e. Dans le fond, c'est une moyenne. Donc, si quelqu'un travaillait dans les 20 derniers jours, a toujours travaillé 8 heures par jour pendant les 20 derniers jours, ben ça donnerait un 8 heures, dans le fond, compensatoire qui devrait se faire payer ou donner en congé. Donc, ça marche comme ça. Si quelqu'un avait fait une moyenne de 5 heures, bien évidemment que ça serait 5 heures le congé, l'indemnité compensatoire. Donc, on y va pas nécessairement. Si vous travaillez à temps partiel, vous n'avez pas le droit à une pleine indemnité. Donc, vous allez avoir le droit à l'indemnité moyenne de qu'est-ce que vous avez fait dans les 20 derniers jours. Question numéro 2. Est-ce que le patron de Youssef peut demander à ses employés de payer leur manteau? En fait, non. Aussitôt que c'est identifié au niveau d'une entreprise, il se doit de payer. Donc, la réponse était C. Puisque le manteau est identifié au nom de l'entreprise, l'employeur doit le fournir gratuitement. Donc, aussitôt qu'un logo d'une entreprise, peu importe qu'est-ce qu'il y en ait, on faut vous demander de payer. Donc, l'employeur devrait fournir gratuitement le manteau de Youssef puisqu'il est clairement identifié au nom de l'entreprise. Il devrait aussi rembourser le 25$ qu'il lui a donné Youssef pour le manteau. C'est la même chose là, si au salaire minimum, parce que plus loin, vous allez voir qu'on fait la distinction entre quelqu'un qui travaille au salaire minimum et quelqu'un qui travaille un petit peu au-delà ou peu importe, même si ce serait bien au-delà. Si on impose au salaire minimum des vêtements particuliers qui n'est pas identifié au nom de l'entreprise, exemple, on vous demande de travailler avec des pantalons noirs, des chemises blanches, en fait, il doit aussi vous les fournir gratuitement. Et la logique en arrière de ça qu'il faut bien comprendre, c'est que advenant le cas que vous vous en allez et qu'on vous demande finalement de vous habiller, mais le fait qu'on vous demande de vous habiller avec des pantalons noirs, cet argent-là, vous ne l'avez pas pour vous. Si vous ne l'avez pas pour vous, vous devez la dépenser pour des vêtements, ça ferait vous tomberiez finalement en bas du salaire minimum. Le salaire minimum, il est fait pour être dans vos poches et non pour fournir des exigences finalement de votre employeur. Question numéro 3. La réunion pour les périodes d'essayage des manteaux doit-elle être payée? La réponse étant D, oui, puisque tout le temps consacré au travail doit être rémunéré. Souvenez-vous hier que je vous ai dit, à partir du moment que vous n'êtes pas chez vous avec votre famille, en train de jouer dehors, en train de jouer au PlayStation, peu importe ce que vous faites, c'est du temps qui doit être rémunéré. Donc, que ce soit pour une rencontre, que ce soit pour peu importe, si vous êtes au travail, peu importe la circonstance, vous devez être rémunéré pour ce temps-là. Ça finit pour le cas de Youssef déjà. Donc, si je saute au cas de Malika, donc je vais aller à la première question. Donc, le patron de Malika a-t-il le droit de refuser de lui accorder des vacances au mois de juillet? Et là, Malika, je me souviens pas exactement dans quel domaine, c'est dans un casse-croûte. Ça revient un petit peu à l'exemple que je vous avais parlé dans le dernier cours. En fait, ça va en fonction aussi de l'achalandage d'une entreprise. Donc, est-ce que le patron il a le droit de lui refuser des vacances? La réponse est oui. C'est B la réponse. Oui, parce que le moment de l'année est très occupé et qu'il a besoin d'elle. Le patron a le droit de choisir le moment de ses employés, de choisir ses vacances.
Je peux dire ça, c'est en dernier recours. De façon générale, là, lorsqu'on est dans les entreprises, les employeurs vont tenter d'être le plus accommodant possible avec leurs employés pour être capable de les laisser partir en vacances. Surtout dans une période comme qu'on vit actuelle où que la pénurie de main-d'œuvre est très accentuée. Dans ce temps-là, on essaie le plus possible là, de faire possible de les laisser partir. Par contre, là, comme dans un cas comme ça, si on laisse partir Malika, il risque de manquer de monde dans le casse-croûte et ça nuirait à l'entreprise. Donc, l'employeur a le droit d'y refuser. Est-ce que, par contre, il a le droit d'y refuser des vacances? C'est non. On doit juste on a le droit d'y refuser le moment qu'il va prendre les vacances, mais on n'a pas le droit d'y refuser de prendre ses vacances. Donc, dans ce cas-là, ça serait tout simplement reporté à plus tard. Question numéro 2. Malika devrait-elle prendre un congé sans sol à l'automne si elle veut des vacances? La réponse est A. Non, puisque tous les salariés ont le droit à des vacances rémunérées, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Souvenez-vous un petit peu que j'ai parlé là, de la période de référence hier. Donc, on a le droit un jour par mois un jour de congé par mois de travail pour la dernière période. Et sinon, si on a plus d'un an de fait à l'entreprise, on tombe à 2 semaines. Donc, et plus de 3 ans, là, on va tomber à 3 semaines. C'est toujours le salaire minimum, souvenez-vous, parce que ce que je vois actuellement dans les entreprises, c'est toujours beaucoup plus. Même la majorité des employés qui commencent à travailler vont commencer dès le départ à 3 semaines. Donc, c'est quand même... c'est bon de vous montrer le salaire minimum parce qu'il y en a qui vont peut-être être gérés par ça. Mais il faut comprendre que, surtout en informatique, on est très demandé. Donc, on va être au-delà de ça. Le cas de Malika. Le patron de Malika peut-il garder une part des pourboires reçus par ses employés? La réponse est non. Non, parce que tous les pourboires appartiennent aux salariés. Ce sont eux qui déterminent comment ils sont distribués. Est-ce que ça l'arrive? Oui, ça l'arrive. Moi-même, comme employé, je l'ai déjà vécu plus jeune lorsque j'ai travaillé dans les restaurants, même il y a longtemps maintenant, mais je l'ai fait et mon patron l'exigeait, il voulait une quote-part des pourboires. C'est illégal. Il faut vraiment que ça soit que ça soit nous qui décidons de le partager et non le contraire. Donc non, on n'a pas le droit. On tombe tout de suite au cas de Françoise. Le cas de Françoise, on tombe à la question 1. La patronne de Françoise peut-elle exiger que les salariés fassent le ménage pendant 30 à 45 minutes après la fermeture? Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent dans les entreprises. La réponse est oui. C'est oui. En fait, oui, on a le droit de vous exiger, que c'est un droit de l'employeur. Mais pourvu que ces heures-là soient travaillées, qu'ils soient payées. La gérante peut demander que les salariés effectuent des tâches après les heures de fermeture. On voit ça quand même, on va voir ça souvent dans les restaurants, parce qu'exemple, qu'il reste la balayeuse à faire, puis que souvent, les restaurants vont fermer quand même assez tard. Même des fois, il y a certains restaurants, c'est à minuit, à 1h, puis que ça la rouvre à 10h le lendemain matin. Donc, il n'y a pas nécessairement des femmes de ménage qui vont passer. Donc, on vous demande de le faire et on va vous demander de le faire dans le fond, mais il faut être rémunéré. Donc, toute tâche que vous faites, même si on voit des entreprises, des fois, qui vont vous demander de compter une caisse après les heures, les heures après, si vous terminez, mettons, dans un dépanneur à 10 heures et que vous devez compter la caisse, vous devez faire de l'inventaire ou peu importe, c'est tout du salaire qui vous doit d'être payé. Est-ce qu'ils le font toujours? Je pourrais vous dire, ça devrait, mais oui, je vois quand même, j'entends des choses. Continue le cas de Françoise. Françoise doit-elle être payée pendant sa pause repas? La réponse est oui, puisqu'un salarié doit demeurer en fonction lors de sa période de repas. Là, il y a une distinction. C'est que faut faire la distinction entre le cas de Françoise qui est dans un endroit où qu'elle ne peut pas, elle est la seule employée. Donc, elle n'est pas capable de prendre une pause pour aller vraiment dans un local fermé. Si elle était capable de prendre sa pause pour aller dans un local fermé et il y a quelqu'un qui la remplace, elle aurait le droit à son temps, mais qui serait non rémunéré.
Par contre, vu que finalement, elle mange sa sandwich en dessous du comptoir, puis que après une bouchée entre deux clients, ben ça, dans ce temps-là, elle doit avoir sa pause, dans le fond, son 30 minutes va devenir rémunérée. Question numéro 3, Françoise, la gérante peut-elle exiger que les salariés se partagent le remboursement des débalancements de caisse? Ben c'est illégal. Là, on va aller, c'est la réponse. Non, parce qu'elle elle ne peut pas demander aux salariés de payer, dans le fond, un débalancement, puisque ça fait partie des frais de fonctionnement, finalement. Au même titre que, advenant le cas que elle appartient à l'entreprise de payer un déficit, mais au même titre que s'il y avait un débalancement positif, le débalancement positif appartiendrait à l'entreprise. Donc, c'est d'un deux côtés. Puis je reviens à ce que je vous ai dit hier, même si ça arrive, peu importe le débalancement possible, mais ça n'appartient pas aux employés de payer ça. Le droit de l'employeur, par contre, c'est que ça devenant le cas, ben, que ça arrive de façon fréquente, qu'on voit des débalancements, mais on pourrait se questionner sur les compétences de l'employé, à savoir s'il y a toujours des débalancements, s'il est fait pour ce métier-là. Donc, pour ça, par exemple, il pourrait avoir un congédiement qui se fait, mais pas sur la base qu'il a manqué de l'argent, mais sur la base qui a amené que l'employé n'est pas capable d'effectuer ses tâches sans faire d'erreur. Donc, là-dessus. Puis là, on parle pas de vol, là. Le vol, ce serait une toute autre question à ce niveau-là. Donc, ça fait déjà le tour pour ce petit questionnaire-là, donc la première activité de CNESST. Donc, on va poursuivre dans la prochaine activité pour l'activité numéro 2.